Le problème n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, c'est plus ou moins quand. Quand j'ai dit protéger la donnée, moi il m'a dit moi je m'en moque parce que tout est public, etc. Un ciseau d'une grosse société a à peu près 80, 90, 100 outils de cybersécurité. Pour faire à bien son travail, il lui en faudrait 200 ou 300. Donc vous perdez 500 000, 600 000 euros, tout ça pour un simple contrôle ALDEL malveillant. C'est la plus forte levée de fonds de toute l'histoire de la cyber en si peu de temps. Vous fermez un département, est-ce que les gens ont fait des copies de tout ce qu'il y avait sur ce département, etc. Est-ce que ça part chez le concurrent? Donc vous pouvez récupérer la fiche de paye de votre voisin, vous pouvez récupérer le futur plan de licenciement qui va arriver malheureusement. Disons que vous pouvez tuer votre société si vous ne faites pas l'effort nécessaire. Bonjour, bienvenue sur l'émission L'Angle d'Attaque, l'émission cybersécurité, business et stratégie de Risquintel Média. Jean-Michel Tavernier, vous êtes directeur commercial Europe du Sud de Saïra. J'aimerais un petit peu qu'on parle aujourd'hui de cybersécurité puisque c'est le thème de notre émission et on va pouvoir surtout parler de données. Mais avant ça, peut-être se présenter. Bonjour Yasmine, merci de m'accueillir au sein de ce superbe plateau. Donc Saïra est une nouvelle société, une nouvelle start-up. Et in fine, on peut dire qu'on va bloquer tout ce qui est extraction de données. Donc Saïra va faire quoi? Regarder, cartographier la donnée et pouvoir vous dire cette donnée est confidentielle, cette donnée est publique, cette donnée est interne, etc. Et aujourd'hui, si vous regardez un peu dans les médias, il y a énormément de fuites de données que vous trouvez sur le dark web, que vous trouvez un peu partout. Et Saïra permet de bloquer ce type d'attaque. Alors, on va parler d'un sujet d'actualité et qui a fait beaucoup de bruit et beaucoup de sueur, de frayeur dans la cybersécurité. C'est le sujet justement d'Anthropic qui vient de révéler Claude Mythos. Alors, je rappelle, Claude Mythos, ça va être un modèle d'IA qui est capable de détecter des failles, des vulnérabilités qui n'auraient pas été détectées par des équipes de sécurité. J'ai même vu un chercheur qui avait dit qu'il avait réussi en l'espace de quelques jours à trouver plus de failles qu'il ne l'a fait en je ne sais combien d'années d'expérience. Donc, assez inquiétant. Je donne quelques chiffres quand même. Donc, il est quand même capable de détecter 73% des challenges de cybersécurité à un niveau expert. Dans une simulation d'attaque en réseau d'entreprise, Mythos a enchaîné jusqu'à 24 étapes sur 32 de manière autonome. Là où aujourd'hui, on le fait de façon beaucoup plus légère puisqu'on plafonne à 16. Alors, quand on voit des chiffres comme ça, quand on entend les gens en parler avec beaucoup de crainte, est-ce que ça change le paradigme justement de la cybersécurité, de la façon dont on va protéger les entreprises? La première fois qu'on m'a parlé d'Anthropic, j'ai fait énorme. C'est énorme. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Parce que c'est bien à la fois pour les sociétés qui, elles, vont pouvoir voir leurs vulnérabilités. Certaines personnes ont découvert des vulnérabilités il y a une quinzaine d'années, etc., pour les mettre à jour. Mais ça va aussi, et malheureusement, servir à des hackers qui vont pouvoir scanner les clients et voir par où ils peuvent rentrer. Donc le résultat de ça, c'est pas est-ce qu'on est bien ou mal protégé, parce que ça on le fait régulièrement, ou les ciseaux le font régulièrement. C'est une fois que le hacker arrive à rentrer, quelles sont les données qu'il va prendre à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va visualiser, qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est là où nous on intervient, c'est que votre donnée, est-ce que vous savez quelles données vous savez? Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est localisée? Est-ce que vous avez de la shadow donnée, donc la shadow data, les gens qui font des copies de fichiers, etc. Donc qui a accès à quoi et comment il a accès? Et quand vous avez une attaque, quelles sont les données qui ont été exfiltrées? C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'actualité, on a énormément de fuites de données et je pense que même les Français s'en rendent compte. Là où c'était un sujet avant quand même d'experts, un sujet de connaisseurs, aujourd'hui le grand public est en train de voir en fait des entreprises tomber les unes après les autres avec des millions de données qui les concernent assez sensibles se retrouver sur le marché. Donc finalement aujourd'hui quand on fait une cyberattaque, le meilleur moyen, peut-être le plus rentable pour un cyberattaquant, c'est d'exfiltrer de la donnée. Aujourd'hui la donnée c'est devenu un peu l'or noir. C'est ça. Il y a une quinzaine d'années, vous protégiez l'extérieur, et puis l'intérieur, c'était un réseau ouvert, etc. Donc, vous disiez, je suis protégé. Aujourd'hui, protéger l'extérieur, c'est bien, c'est nécessaire, mais il faut aussi protéger de l'intérieur. Et une fois que vous avez protégé l'extérieur et l'intérieur, vous avez encore malheureusement des failles de sécurité, et donc on en revient à quelle data vous avez chez vous, quelle data est protégée, quelle data est cartographiée et quelle data peut sortir ou ne pas sortir. J'ai un exemple concret aujourd'hui, parce que les attaques peuvent venir de l'extérieur et peuvent venir aussi de l'intérieur. J'ai quelques sociétés qui font des rapports d'audit pour des clients, et sur ces rapports d'audit, vous avez un pré-rapport d'audit qui ne correspond pas du tout
à ce que la société a vendu. Par exemple, je ne veux pas que d'enfants travaillent dans des usines, dans des pays lointains, etc. Et quand ils font un audit, ils voient des enfants. Donc ils feront un pré-rapport. Sur ce pré-rapport, ils leur disent vous n'êtes pas aux normes, donc la personne met la société aux normes, la structure aux normes, etc. Mais ce pré-rapport, s'il tombe dans les mains d'une personne, je dirais, corrompue, s'il tombe sur Internet, si une personne l'a produit sur Internet, vous coulez la société. La société qui fait justement tourner l'usine va perdre du chiffre d'affaires, etc. Donc la donnée, où est-ce qu'elle est, comment elle est cartographiée, est-ce qu'elle est importante pour la société, c'est vraiment le travail de Saïra, parce qu'on va analyser la donnée par des métadatas, et une fois qu'on va l'analyser, on fait un contextuel, on fait un environnement contextuel dans cette donnée. Donc cette donnée-là est primordiale, ne doit pas sortir et ne doit pas être vue par d'autres personnes. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose d'assez intéressant, mais aussi effrayant. Vous disiez qu'il faut savoir où les données sensibles se trouvent. Et donc, moi, ma question naturelle, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines sociétés ne savent pas où se trouvent leurs données sensibles? Et dans quel cas, comment faire? Alors, c'est exact parce que jusqu'à présent, on avait des solutions. Alors, on appelle ça des SPM, Data Security, Posture Management. Mais ces solutions, c'est des solutions manuelles. C'est-à-dire, c'est vous qui classifiez votre donnée. Il y avait quelques automatismes, mais globalement, c'est vous qui classifiez cette donnée. Mais votre façon de classifier est-elle la même façon de votre voisin, est-elle la même façon que la société? Donc, chacun avait sa façon de classifier. Et surtout, vous pouvez faire des backups, des sauvegardes de ce fichier qui étaient, eux, non classifiés. Et aujourd'hui, la plupart des sociétés mettent de l'IA interne, d'accord? Mais l'IA interne a besoin d'accéder à toutes les données. Donc, si vous ne savez pas où est votre donnée, si vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre donnée, est-ce qu'elle est confidentielle, moyennement confidentielle, extrêmement confidentielle? Est-ce que c'est un numéro d'IBAN, un numéro de passeport? Est-ce que c'est le mot du président qui va sortir? Est-ce que c'est le futur plan de licenciement qui est là, etc. Si vous ne savez pas où est cette donnée, ce qu'il y a dans cette donnée, l'IA a accès à tout. Donc vous pouvez récupérer la fiche de paye de votre voisin, vous pouvez récupérer le futur plan de licenciement qui va arriver, malheureusement. Voilà. Donc c'est vraiment primordial de comprendre la donnée dans votre société. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que sur le marché, on n'a pas encore une bonne compréhension, en fait, de la manière dont on doit manager, gérer et sécuriser nos données en tant qu'entreprise? Parce que, encore une fois, quand on voit l'actualité, on voit quand même que finalement, on n'y arrive pas tout à fait. Et je me souviens avoir discuté notamment avec des experts en cybersécurité. Je leur avais posé la question, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de protéger notre donnée? Et la réponse était flagrante, c'était de dire, je pense que là, en fait, on a perdu la bataille. On ne sait pas où sont nos données, on ne sait pas ce qui est sensible, on ne sait pas comment la protéger, on n'a pas l'assurance de pouvoir la maintenir. C'est ça. C'est pour ça que Saïra a été créé il y a 5 ans, donc juste avant Anthropic. Et c'est un modèle, notre propre LLM, donc un modèle d'IA que nous avons créé pour justement utiliser sa donnée. Donc c'est un nouveau système complètement innovant. Et sur ce système innovant, on va vraiment pouvoir automatiquement, donc on va scanner, on va dire en quelques jours ou quelques semaines, l'ensemble de votre donnée. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est que on va supprimer toutes les données en double. Donc selon les clients, on gagne 30 à 40% d'effacement de données, donc de backup, etc. Donc on a un ROI qui est assez rapide. Et une fois qu'on a traité ces données, on va gérer la contextualisation dans un donné. J'ai un client qui fait du B2C, il relevait des IBAN, par exemple, donc on a relevé plusieurs millions d'IBAN, mais il m'a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est les IBAN de mes clients, c'est pas les IBAN de mes fournisseurs, etc. Donc dans son contexte, on est en train de travailler pour lui donner uniquement quels sont les fichiers qu'ont les IBAN des clients et pas les IBAN internes, par exemple des fournisseurs et autres. Donc si je comprends bien, c'est une solution qui est donc en IA, c'est une IA, qui va permettre de cartographier les données, de les classer en fonction de leur sensibilité. Et en fonction de ce classement, on va pouvoir donc y apporter une couche de sécurité parce que c'est plus confidentiel qu'une autre. On parlait des IBAN, par exemple, des clients. C'est ça. Donc une fois qu'on a classifié la donnée, une fois qu'on sait si cette donnée est très importante pour la société par rapport au contexte, on va s'interconnecter avec les logiciels du marché. Donc on a passé des accords avec Abnormal par exemple pour tout ce qui est email, on a passé des accords avec Cohesity, on a passé des accords avec Savint pour tout ce qui est Identity Access Management, et on va leur dire cette donnée-là,
ne peut pas être attachée à un email, cette donnée-là ne peut pas être exfiltrée, celle-là, il n'y a aucun souci, allez-y, etc. Donc on va vraiment donner toute l'information. On a à peu près une centaine de sociétés partenaires sur lesquelles on travaille et on a travaillé avec des accords ensemble pour justement gérer cette partie de données attachées ou pas attachées à un fichier ou lues ou pas lues par un nombre de personnes. Alors je comprends parfaitement la logique business et je comprends parfaitement justement la facilité d'utilisation et comment ça peut aider les équipes de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui vont venir nous dire est-ce que rajouter des agents IA, c'est pas rajouter une couche de risque? Alors, oui, n'ayons pas peur des mots, oui. Donc aujourd'hui, il y a déjà des agents IA, d'accord? Le problème des agents IA, c'est que vous ne contrôlez pas l'agent IA, les accès, qu'est-ce qu'il accède, qu'est-ce qu'il corrige, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc Cyra, on vient de racheter la semaine dernière la société Rift, d'accord, une société de 12 personnes, qui permet de contrôler l'agent IA par rapport à l'accès de la donnée. Donc on intègre ça très prochainement, parce qu'en général, quand on rachète une société, c'est dans les quelques semaines ou quelques mois qu'on intègre la technologie. Donc on va intégrer cette technologie pour permettre, quand on gère la donnée, gérer aussi ce que font les agents IA au niveau des postes de travail. Et donc là, ça permet justement de limiter ce risque, c'est ça? Ça permet de contrôler l'accès à l'agent IA et de bloquer tout risque des données. Alors, je trouve qu'il est toujours plus facile de convaincre un public qui nous écoute en donnant un exemple concret, parce que voilà, forcément on arrive à se projeter. Est-ce que vous avez un exemple d'incident qui illustre vraiment à quel point une entreprise peut être vulnérable sur ces données sans s'en rendre compte? Oui, vous pouvez regarder on va dire l'actualité. La dernière actualité, c'est la NTS, tous les fichiers d'utilisateurs et autres. On a eu des extractions de données au niveau des hôpitaux. Donc, par exemple, ça n'a pas été cartographié, parce que vous preniez un scanner d'une personne, etc., tant que vous n'avez pas le nom de la personne, son numéro de sécurité sociale, son adresse et sa carte vitale, on se moque un peu de savoir que le scanner est sorti à l'extérieur, dernier souci. Par contre, quand vous avez tout lié, vous avez des problèmes de ce qu'on appelle de RGPD, et surtout, la personne est vulnérable par rapport à l'extérieur pour différentes attaques, proposer des médicaments, etc., à d'autres personnes. Donc c'est déjà arrivé. On a eu un autre cas, parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la direction générale, on travaille beaucoup avec les CISO, les DPO, les directeurs de l'IA, et on travaille aussi beaucoup avec la direction générale. Le dernier cas en date, c'était un directeur général qui s'apercevait qu'il y avait des fuites de données parce qu'il avait annoncé qu'il arrêtait de travailler avec la Russie suite à la guerre, etc. Donc ça remonte à quelques temps. Et il s'est aperçu qu'il y avait toujours quelques usines en Russie qui n'avaient pas encore fermé, ils n'avaient pas eu le temps, etc. Et une personne malveillante a donné ces informations aux journalistes en disant « Regardez, il a menti, etc. » Donc les fuites viennent de l'extérieur, mais viennent aussi et beaucoup de l'intérieur pour un règlement de compte, pour montrer son mécontentement à tel ou tel dirigeant. Alors justement, pour définir un petit peu plus, quand vous dites de l'intérieur, est-ce qu'on est en train de parler de l'insider job? Est-ce qu'on est en train de parler de la personne qui volontairement va potentiellement faire fuiter, ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait manipuler? Vous avez les deux. Vous avez la personne qui fait fuiter et la personne qui a de la pression, a été payé pour donner des informations confidentielles à tel ou tel concurrent. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais lorsqu'on parle de fuite de données, on imagine toujours un hacker externe qui arrive à putcher un système d'information, rentrer via une faille et autres. Alors qu'en réalité, parfois, effectivement, on a les deux cas, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une personne interne qui veut se venger, qui veut régler des comptes, tout simplement, ou on va avoir la personne en fait qui se fait subtiliser ses comptes parce qu'elle n'a pas assez sécurisé, qu'elle a utilisé son compte sur d'autres choses beaucoup plus personnelles, même mot de passe, etc., voire s'est fait manipuler. Donc c'est vrai que parfois ça rentre de l'intérieur. Ça rentre, et je dirais que c'est, par mon retour d'expérience, je dirais pas que c'est 50-50, mais on s'en approche. Ouais. On s'en approche, malheureusement. J'étais sur un grand groupe français hier encore, et justement, ils ont en interne des logiciels qui permettent de lire les téléphones portables pour savoir, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait de la pédophilie et des gens comme ça. Donc ils ont une partie en interne, un département qui permet de vérifier, avant de donner ça à la police, de vérifier si la personne a vraiment fait ce qu'on l'accuse, etc. Donc c'est très intéressant, la cybersécurité dans toutes ses formes.
Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous parliez des personnes avec qui vous échangez, donc des clients qui sont soit des RSSI, soit des responsables IA, et vous avez parlé aussi du DPO, hein, donc plutôt de la partie protection des données. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de réglementations. Alors, l'Europe est championne en réglementation, mais voilà, on voit beaucoup de réglementations. On a le RGPD, DORA, CNAM, voilà, on a toutes ces réglementations qui ont quand même pour objectif, facialement, de protéger les données des citoyens, mais qui restent quand même des réglementations particulièrement contraignantes. Donc moi, je me pose la question de l'extérieur, quand je vois en fait certains experts, certains s'en réjouissent, d'autres trouvent que c'est de plus en plus contraignant, de demander finalement, est-ce que ces réglementations, elles ont pour objectif sincère et réel de protéger les données des citoyens, et est-ce qu'elles y arrivent, ou est-ce que finalement c'est juste une couche de réglementation supplémentaire, des cases à cocher et de la paperasse à faire? C'est ça. Donc jusqu'à, on va dire récemment, peu de temps, c'était des cases à cocher. Donc les sociétés embauchaient plusieurs personnes, voire plusieurs centaines de personnes, pour répondre à la réglementation de tous les pays, surtout si les personnes travaillaient au niveau international. Et il fallait cocher les cases, il fallait donner des rapports, etc. Aujourd'hui, avec l'IA et avec les nouvelles méthodes de travail, on vous demande de prouver. Donc on vous demande vraiment de prouver que vous êtes RGPD, on demande de prouver que vous êtes DORA, que vous êtes NIS2, etc. Donc c'est à vous de soit utiliser une société externe qui va faire un audit, mais un véritable audit, soit vous prenez un logiciel qui va permettre de vérifier que vous êtes vraiment conforme et vous donner la preuve par rapport à ce logiciel au niveau de la conformité. Donc aujourd'hui, on passe, je dirais, d'une période où, oui, on avait coché toutes les cases, à une période où je dois vous démontrer que les cases que j'ai cochées, c'est vraiment la réalité. Ça reste un centre de coût, mais ça a une certaine assurance pour les sociétés et une certaine assurance pour les clients de ces sociétés. Moi, je pense qu'à ce stade, je ne sais même plus. Enfin, je comprends cette idée qu'on dit toujours, la cybersécurité, c'est un centre de coût, mais quand je vois toutes les fuites de données, le mécontentement général des citoyens français, aujourd'hui, on n'est plus sur du coût, on est vraiment sur de l'investissement. On est sur de l'investissement, ouais, c'est exact. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est, disons que vous pouvez tuer votre société. On l'a vu. Hein. On l'a vu, on peut tuer votre société si vous ne faites pas l'effort nécessaire. Donc il faut trouver la juste balance. Un ciseau d'une grosse société a à peu près 80, 90, 100 outils de cybersécurité. Pour faire bien son travail, il en faudrait 200 ou 300. Problème de budget, problème de personnes, etc. Puis comme vous dites, centre de coût, parce que vous achetez une solution au cas où vous faites attaquer. Oui, c'est ça. Donc c'est un risque potentiel. C'est un risque potentiel. Donc vous ne pouvez pas à un moment donné acheter un vitam aeternam de type de solution. Malheureusement pour nous les fournisseurs, mais voilà. Mais vous ne pouvez pas acheter des solutions. Donc le but c'est, et c'est pour ça que Sarah a été créée, c'est vous avez une personne, un hacker qui est rentré ou une personne qui veut exfiltrer des données, un commercial qui s'en va, etc. J'ai eu le cas d'un client récemment qui nous a appelé un peu à la rescousse. Ils ont licencié quelques prestataires externes. Bon, ils ont arrêté les contrats, on va dire, de quelques prestataires externes, très bien. Et la personne a fait contrôle ALDEL sur tout le serveur, d'accord, avant de partir, parce qu'il était mécontent. Donc, ils n'avaient pas de solution de protection de la donnée, ni de la cartographie de la donnée. Donc, ils ont perdu 24 heures de travail. Parce qu'ils avaient le backup de la veille, ils ont remis le backup le lendemain. Le seul problème, c'est que pendant ces 24 heures, c'était une nouvelle collection, la nouvelle mode, et il y avait 150 à 200 personnes qui ont travaillé dessus pendant une journée. Donc vous perdez une journée de travail à 150 personnes, plus une journée le lendemain de refaire ce qui a été fait par rapport à personnes, donc vous perdez 500 000, 600 000 euros, tout ça pour un simple contrôle ALDEL malveillant. Donc comme quoi ça a vraiment un impact financier. Donc ça n'a pas financé. Et donc si il licencie plus de personnes, si toute la société fait ça, vous perdez 24 heures d'une société complète de travail, de factures, de tout ce qu'il en est, etc. Et donc vous pouvez fermer une société assez rapidement, malheureusement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous aviez dit jusqu'à maintenant, Jean-Michel, et c'est très transparent, quelque part, et vous me dites, si je reformule correctement, c'est de dire il n'y a pas une solution miracle, magique, pour protéger contre les fuites de données. C'est un ensemble d'outillages qui se mettent les uns avec les autres. Et tout à l'heure, vous parliez justement de l'écosystème qui a été créé autour de Saïra. Aujourd'hui, un outil justement de DSPM ne travaille pas tout seul, il travaille avec Abnormal, on en parlait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement cet écosystème? Est-ce que vous pouvez expliquer au public qui nous écoute comment on protège aujourd'hui la donnée? Donc, aujourd'hui, vous avez des solutions de DLP, Data Loss Prévention, qui permet justement de gérer ça. Donc, c'est ce qu'on explique à des clients. Ils veulent mettre en place une solution de DLP, très bien, c'est nécessaire. Mais si derrière, vous ne savez pas la donnée que vous avez, ça ne sert strictement à rien. Vous prenez un SOC, par exemple,
vous avez, au niveau de la donnée avec les solutions actuelles, 98%, 95% de faux positifs. Donc c'est à vous de trier, à vous de faire le point et à vous de vérifier, uniquement au niveau de la data, hein, pas au niveau du socle général. Ne vous inquiétez pas. C'est à vous de comprendre exactement quelles sont la problématique. Et donc avec Sierra, on réduit ça, nous, à 80, on enlève 98% de faux positifs. C'est-à-dire que quand on vous remonte une alerte, c'est une vraie alerte sur laquelle vous devez travailler. Donc on vous enlève tout le bruit. Et pour enlever tout le bruit, tout ça, parce qu'on maîtrise 100% de vos datas, que ce soit des datas dans le cloud, que ce soit des datas on-prem, chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, peu importe. Dès qu'il y a une data qui passe, dès qu'il y a une copie de cette data, on est capable de la cartographier, de vous le dire, et on remonte ces informations-là au DLP, et le DLP va lui dire, par exemple, oui, cette donnée, je fais attention, je ne la sors pas, etc. Beaucoup de clients utilisent Microsoft Purview. Très bien. Microsoft Purview, c'est une solution qui est bien, mais qui est encore beaucoup manuelle. Et donc, nous, Microsoft est un partenaire, on s'intègre directement à Purview pour leur donner toute l'historique de la donnée, qui a accès, comment ça a été accès, qu'est-ce qu'il a fait, qui c'est qui a fait le sauvegarde, qui c'est qui a fait derrière le backup, et pour automatiser tout le Purview du client. Alors, j'ai constaté en faisant mes recherches que Sierra a réalisé 1,7 milliard d'investissements en 1 an et demi dans le domaine de la recherche. Donc moi, ma question, c'est une somme qui est grosse somme, voilà. C'est quoi à l'exploiter exactement, concrètement à faire quoi? Donc, Sierra a été créé il y a 5 ans, 3 ans pour développer le logiciel, et depuis ce jour-là, donc sur les derniers 18 mois, on va dire 24 mois, Sierra a levé 1,74 milliard de fonds, de dollars. C'est la plus forte levée de fonds de toute l'histoire de la cyber en si peu de temps. D'accord ? Et la société est valorisée à 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, quand je suis rentré il y a 4 mois, on était 900 personnes. Aujourd'hui, on est 1400. On a encore un plan d'embauche de 800 personnes au niveau mondial jusqu'à la fin de l'année. En Europe, il y a 1 an, on était 15. Aujourd'hui, on est 90. On devrait être 150 cet été et 300 à la fin de l'année. Voilà, donc c'est la croissance. En termes de résultats, moi, personnellement, pour l'Europe du Sud, j'ai fait ce trimestre l'équivalent de ce que j'avais fait l'année dernière. Bon, démarré. Trimestre prochain, je dois faire 2 fois plus que ce trimestre. Trimestre d'après, 4 fois plus, etc. Les plans sont là, les besoins sont là, les demandes de clients sont là, et c'est une société qui a une croissance énorme, et on prévoit le milliard de dollars d'ici 3 à 4 ans. Alors, est-ce que vous venez de dire une grande croissance? Est-ce que vous pensez que cette croissance, justement, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de fuites de données, donc finalement, vous êtes la solution à ce problème, hein, je le comprends malgré tout. Alors, certes, avec tout un écosystème autour de vous, hein, vous pluguez à cet écosystème, mais vous répondez à un problème qui est constant, puisque tous les jours, on a une nouvelle fuite de données. Est-ce que vous pensez, justement, que cette croissance, elle est liée au fait qu'on a des cybercriminels qui se sont professionnalisés, qui sont devenus beaucoup plus agressifs, hein, parce qu'on a vu une augmentation des cyberattaques très croissante. Ils ont été boostés par l'IA, et aujourd'hui, en fait, vous êtes une solution à un problème qui devient insoutenable. C'est ça, c'est exact, Yasmine. Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, c'est plus ou moins quand. Et donc, quand vous faites attaquer, il faut essayer de contrôler au maximum ce que va faire le hacker, ou essayer de contrôler au maximum là où il va rentrer dans vos données et qu'est-ce qu'il va exfiltrer. Donc, si vous avez une gestion parfaite, et tout ça grâce à l'IA, hein, mais dessus, donc c'est une gestion parfaite au niveau de la gestion de données, vous êtes capable de soit bloquer l'extraction de données si vous avez intégré avec les partenaires, soit de savoir exactement quelles données ont été infiltrées. Si c'est des petites données, vous dites bah, c'est pas gênant, voilà, vous mettrez en jour en général c'est des problèmes d'accès, etc. Vous mettrez à jour l'accès. Soit c'est des données très importantes et dans ce cas-là, il faut absolument corriger ça et mettre le DLP au bon endroit ou avoir le bon produit par rapport à cette donnée. Alors, dans un contexte où on a Mythos qui arrive sur le marché, dans un contexte où on a des cybercriminels boostés à l'IA, qu'est-ce que vous répondriez justement à une personne qui dit qu'elle veut encore attendre avant de cartographier ces données? Bonne chance. Bon courage. Bon courage, on va dire bon courage. Pas bonne chance, parce que la cybersécurité n'est pas une chance ou une malchance, c'est une question de moyens par rapport à vos enjeux et par rapport à votre métier.
D'accord. Donc, certaines sociétés, quand j'ai dit protéger la donnée, moi, il m'a dit, moi, je m'en moque parce que tout est public, etc. D'accord. Mais après, quand on commence à creuser un peu plus, on s'aperçoit que vous avez forcément des fiches de paye, des numéros de passeport, des contrats avec telle ou telle société, des données militaires par moment, etc. Et ces données ne peuvent pas sortir à l'extérieur. Donc, d'un point de vue, c'est pas gênant. Je gère une gestion globale de ma cybersécurité. Quand vous regardez, vous dites, ah oui, j'aimerais bien savoir quand même où sont mes données, est-ce qu'elles sont dans le cloud, est-ce qu'on va copier en on-prem, est-ce qu'elles sont chez un cloud provider, etc. Et qui a accès, qui les a modifiées, qui potentiellement a fait une extraction de données, vous fermez un département, est-ce que les gens ont fait des copies de tout ce qu'il y avait sur ce département, etc. Est-ce que ça part chez le concurrent, est-ce que c'est relié à un email. Donc on a tout ce genre d'alerte pour savoir si la personne a été correcte vis-à-vis de la société ou non. C'est vrai que quand je vous entends, moi, ça me fait penser à quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'est le pire, c'est d'ignorer ce qu'on ignore. Donc de ne pas savoir finalement d'où va venir le risque. Et c'est vrai que la première question, quand je préparais cette émission, moi je l'ai trouvée quand même assez inquiétante de dire, ça veut dire qu'on est dans une situation aujourd'hui, on a des données sensibles et on ne sait pas où elles sont en fait. Et du coup, je suis beaucoup moins étonnée et surprise de voir cette actualité-là et de voir autant de fuites de données avec des données sensibles. Et je pense que voilà, il y a une prise de conscience à faire. Et puis même les consommateurs, les end-users, tous ceux qui donnent ces données-là, les fournisseurs, les prestataires. Aujourd'hui, on en marre en fait qu'on les appelle tous les jours pour leur dire que leur IBAN a fuité, que leur mot de passe a fuité, que bientôt potentiellement des papiers d'identité. Enfin, ça commence quand même à devenir assez lourd. Dans un contexte où justement on a besoin de se protéger contre les fuites de données, c'est quoi la roadmap technique sur les 3 à 5 prochaines années? Vous préparez quoi? Toujours question intéressante sur lesquelles on ne peut pas trop communiquer, mais on a racheté une société la semaine dernière. On a encore 2 sociétés à racheter très prochainement. C'est en cours de finalisation. Et ça, c'est jusqu'à la fin de l'été. Les intégrer. Et après, l'investissement qu'on a eu, les 1,7 milliard de dollars, premièrement, c'est pour la R&D. D'accord? Donc, énormément de R&D. Deuxièmement, c'est pour le rachat de sociétés. Donc, on rachète beaucoup de petites technos pour intégrer chez nous rapidement et proprement, plutôt que racheter des grosses sociétés sur lesquelles l'intégration sera plus longue, ça va être politique, etc. Donc, c'est un peu le principe. Embaucher des people, parce que là, je veux dire, sans formation technique, etc. On a embauché un field CISO récemment chez nous, avec grand plaisir, comme ça lui permet de parler le même langage que nos clients et lui expliquer et leur faire des retours d'expérience. Et ensuite, tout ce qui est action marketing, se faire connaître, parce qu'on est une société qui est assez jeune, et donc se faire de la publicité au niveau de nos clients, nos futurs clients. Bien, on arrive à la fin de cette émission. Jean-Michel Tavernier, j'ai été ravie de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis. Donc, on était sur l'angle d'attaque, l'émission cybersécurité, business et stratégie de Risque Intel Média. Et si vous voulez en savoir plus sur Saïra, vous pouvez retrouver Jean-Michel Tavernier sur LinkedIn ou vous pouvez aller directement sur le site de Saïra pour savoir comment aujourd'hui une entreprise peut se protéger face à ce fléau de fuite de données. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.